c'est parti. Allez, bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube donc Sport Conditioning. Ce live sera en replay sur le YouTube. Nous sommes dans le CrossFit Club. Je m'appelle Sébastien Place, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, on accueille donc un gymnaste à l'ancienne, pur et dur. Non pas qu'il soit vieux, mais juste qu'il a des méthodes de travail voilà, vraiment tirées des anciennes formules de gymnastique. Il va nous en parler, il s'appelle Thibaut. Thibaut, merci infiniment pour ton temps. On a plein d'amis en commun, on ne se connaît pas forcément, mais on a plein d'amis en commun de Lyon Gym et du pôle France de Lyon. Écoute Thibaut, bienvenue, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, sans problème. Alors déjà, merci à toi de m'avoir invité et de me permettre de pouvoir m'exprimer ce soir sur mon activité, sur ma pratique. En effet, incroyable, on a des amis en commun sans se connaître, on a des super potes en commun, même des copains, pour moi, des copains d'enfance. Donc, c'est assez marrant, comme quoi le monde est petit, même à des milliers de kilomètres. Donc voilà, écoute, en tout cas, merci. Donc je me présente, voilà, je suis Thibaut Soubera. Je suis entraîneur principalement dans le milieu de la gymnastique. Je suis également préparateur physique. Depuis maintenant quelques temps, j'ai intégré le milieu du CrossFit et notamment en travaillant pour We Are Athletic et avec Guillaume Guillou, que nombreux, vous devez être nombreux à le connaître. On l'a eu sur la table ronde numéro 1. Voilà, donc c'est l'un des pères fondateurs qui a fait percer un petit peu le CrossFit sur le sur le territoire français. Donc j'ai la chance de pouvoir travailler avec lui sur la partie gym chez We Are Athletic. Et puis j'ai 25 ans de pratique gymnique derrière moi avec un beau petit parcours. Je suis allé jusqu'au niveau national. J'ai eu la chance de pratiquer même jusqu'au niveau international. J'ai eu la chance de faire quelques tournois à l'international. Donc voilà, une carrière sportive bien remplie, une carrière d'entraîneur très jeune encore, qui grandit jour après jour. Voilà, véritable passionné de sport, parce que je fais pas mal d'autres sports à côté. Je fais du triathlon, j'ai fait un Alpha Ironman là, en 2019. Voilà, je fais vraiment pas mal de sports à côté, je fais du ski, etc. Je suis un passionné de sport. Avant tout, finalement, avant d'être un passionné de gym, je suis un passionné de sport. Et puis, la gym avec un ascendant forcément un peu plus important, puisque j'y ai passé un quart, 25 ans, un quart de siècle finalement, dedans. Donc, voilà, plutôt cool. J'aime pas trop me définir en tant que gymnaste. Parce que c'est pas se définir, c'est le sport que je pratique, mais en tout cas, je ne suis pas gymnaste. Je suis Thibaut Soubera, je suis principalement entraîneur et puis dans un second temps gymnaste. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dessus, la distinction entre l'athlète et l'entraîneur, parce que pour moi, c'est deux choses qui sont complètement différentes. J'ai jamais été athlète professionnel, donc c'est difficile de se définir comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, par contre, je suis entraîneur et préparateur physique à temps complet. Donc, voilà, c'est quelque chose dont je peux parler Parfait. un peu plus précisément. Nickel. Écoute, on va glisser tranquillement, on va transférer tranquillement du côté CrossFit. Mais avant, j'aimerais savoir, donc là, tu entraînes des jeunes en gymnastique. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment se passe un entraînement de gymnaste, du début, de l'arrivée dans la salle jusqu'à la sortie de la salle? Comment ça se passe concrètement pour un gymnaste qui fait de la gym à haut niveau? Alors, moi, je suis dans une petite structure, donc j'entraîne pas des athlètes de haut niveau. Étant dans une structure club, le but pour moi, c'est de former des athlètes jusqu'au plus haut de leur capacité et peut-être, pourquoi pas un jour, de leur permettre d'accéder à une structure de haut niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers de la gym, pour être dans le cursus, dans le circuit de haut niveau et pour atteindre peut-être un jour le collectif France, il faut être en structure de haut niveau, donc dans un pôle espoir ou dans un pôle France. C'est très compliqué, même si les choses ont tendance à changer. C'est compliqué d'atteindre le collectif national si on est encore en club, même si je le dis, les choses sont en train de changer et c'est tant mieux. Pour répondre à ta question, comment ça se goupille? Donc, pour resituer, moi, j'entraîne en fait des athlètes, principalement des jeunes filles, de l'âge de 6-7 ans jusqu'à 15, 16, 17 ans, puisqu'après, après ça, en principe, c'est des enfants, des adolescents qui partent pour les études supérieures.
Et étant donné que je ne suis pas à côté d'une grande ville, et bah, ça part dans les grandes villes, etc. Donc voilà, j'ai plus la partie formation en charge que la partie vraiment performance par la suite, même si on peut performer, puisque la gym est un sport à maturité très précoce et plus particulièrement chez les jeunes filles. Donc, pour répondre de manière un petit peu plus précise à ta question, moi, les athlètes que j'entraîne n'ont pas d'horaire aménagé. Donc, c'est-à-dire que chaque étape de l'entraînement doit être optimisée, chaque étape doit être pensée, calculée, et on n'a pas de temps à perdre. C'est-à-dire que moi, les gymnastes qui rentrent dans le gymnase, elles le savent, elles n'ont jamais le droit de s'asseoir. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, quoi. On n'est pas là, j'ai pas des volumes de 25-30 heures comme en structure de haut niveau. Et pourtant, il faut arriver à faire un maximum de travail et d'optimiser au maximum le temps. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense qu'on y reviendra après. Donc pour être dans l'idée de ce que peut représenter un entraînement, donc les gymnastes arrivent, je ne fais pas d'échauffement à proprement parler, c'est-à-dire pas d'activation cardio, pas d'activation spécifique. Par contre, j'attaque tout de suite par du travail de battement de jambes, du travail de souplesse active en balistique, parce que c'est des choses dont on va avoir besoin essentiellement par la suite. Alors après, ça dépend, ça varie un petit peu, les activations varient un petit peu en fonction des agrès qu'on va aborder après dans la séance. Mais en tout cas, pas d'activation cardio parce que c'est des gamins qui sortent de l'école, qui ont déjà été en activité toute la journée. Donc voilà, pas de temps à perdre, entre guillemets. Et puis après, j'attaque tout de suite par la préparation physique. Donc un gros bloc, en principe, on fait une série longue gainage abdos. Une série longue qui dure entre 7, 8, voire 10 minutes grand maximum. Par contre, c'est non-stop. C'est une fois qu'on a commencé la série, ça fait rire les crossfitters quand je dis ça, quand Ah oui. on leur dit Alors, vous avez fait vos 10 Holo Rock, vous avez l'impression d'avoir fait une série longue. okay. Moi, c'est une série qui dure entre 7 et 8 minutes à peu près. Comme ça, on l'a fait tous ensemble, ça motive, ça crée une émulation. Et puis après, je donne des consignes un petit peu particulières où je leur demande de s'approcher. Et s'il y en a un qui lâche, et ben, on recommence à zéro. Donc, tu vois, du coup, ça crée de l'émulation et c'est une super manière d'activer le niveau. Et là, pour le coup, c'est très intéressant parce que vu que j'ai un mélange des catégories d'âge, ça permet aux petites de s'accrocher en voulant battre les grandes. Et puis les grandes, ça leur permet de s'accrocher en disant je vais peut-être pas me faire taper par une petite de 6 ans, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Ça permet aussi de créer une émulation. Là, c'est plus sur un aspect psychologique, mais voilà un peu comment ça se passe. Et puis ensuite, donc voilà, comme je disais, une petite dizaine de minutes. Et puis ensuite, j'ai une partie de 35-40 minutes de préparation physique. Donc, ça dépend. Là, j'alterne. Un jour où je vais faire préparation physique à dominante jambe et un jour où je vais faire préparation physique plus orientée sur les bras, sur du travail un petit peu plus spécifique. Alors que ce soit du travail bras fléchis ou du travail bras tendu, puisqu'on différencie nous les deux en gym. Essentiellement chez les masculins, chez les filles un petit peu moins, mais surtout chez les masculins. Et puis là, depuis le début de l'année, j'ai mis en place, notamment sur le groupe performance que j'entraîne 5 fois, que j'ai à l'entraînement 5 fois par semaine, je l'ai fait squatter. Je l'ai fait squatter 4 fois par semaine. Je l'ai fait squatter lourd 4 fois par semaine sur des séries relativement courtes. Je fais des back-off de 2x2 à 90 et de 2x3 à 85 avec tout un renforcement autour. Donc, il y a 2 séances dans la semaine où on fait que ça. On fait que le renforcement spécifique autour du squat, donc du goblet squat, du Romanian deadlift, ces choses-là pour renforcer vraiment tout ce qui va être articulation, tout ce qui va être le système ostéo-articulaire finalement, et puis prévenir un petit peu des pathologies de croissance. Et puis 2 autres séances où là on fait les squats, mais par contre là on est plutôt sur un développement un petit peu différent. On fait des séries, on fait du 5x5, donc beaucoup plus léger, du 5x5 à 70-75%. Et à côté de ça, là on fait le renforcement spécifique bras. Par contre, le jour où on fait le renforcement des bras, on diminue forcément la part de renforcement qui aura été accentuée sur les autres jours. Donc, voilà un petit peu comment ça se goupille sur la préparation physique avec des résultats très, très intéressants malgré des coupures assez régulières de par les différents confinements. Mais j'ai vraiment eu des résultats absolument incroyables. Excuse-moi, le fait de leur faire des squats lourds, c'est nouveau ou tu le faisais depuis longtemps? Ouais, Est-ce que ça a été décrié? Est-ce que tu as des personnes qui t'ont dit ah ouais, tu fais squatter des petites filles de 7 ans? Raconte-nous ça. C'est intéressant.
C'est très nouveau et pour le coup, là, tu vois, je dis merci au CrossFit parce que pour le coup, j'ai la prétention de dire que j'ai envie d'apporter quelque chose au CrossFit, mais pour le coup, le CrossFit m'apporte aussi beaucoup. J'en ai beaucoup discuté avec Guillaume, donc Guillaume Guillou, qui a mis en place un programme Squat Everyday. Moi, je l'ai fait. Je voulais tester quand même avant de voir ce qu'il en était. Curieux de savoir comment ça allait réagir chez les petites. Surtout curieux dans le sens d'être très pointu et très précis parce qu'on est avec des enfants et des enfants, ce n'est pas des adultes en miniature. Bien au contraire, on est dans des phases de croissance, on est dans de la pré-post et dans du post-pré-in-puberté. Donc voilà, tu vois, c'est un peu compliqué à gérer. Il faut arriver à gérer ces étapes-là sans qu'il y ait de blessures. Donc, on a mis un gros protocole de renforcement autour, un gros protocole d'activation, etc. Énormément décrié. J'ai je ne sais combien d'entraîneurs qui me sont tombés dessus sur les réseaux sociaux, mais tu sais, ça, c'est Je te très dis ça parce 2020, que, 2020. je te dis ça parce que pour avoir côtoyé le pôle France de gym, j'allais m'entraîner avec eux. En 5 ans, je ne les ai jamais vus les mecs faire de squat. Ouais. Sauf les blessés. Mais j'ai Alors, jamais. Et c'est des athlètes de haut niveau. Hein. je J'ai vais te jamais dire vu. pourquoi. Je vais te dire pourquoi et ça s'explique. Pour la simple et bonne raison, c'est que chez les masculins, on a deux agrès à dominante jambe, le sol et le saut. Et très honnêtement, je ne suis pas persuadé que l'apport du squat chez les garçons soit très, très important, même si moi, je trouve que ça m'a apporté, mais dans un autre contexte. Si ce n'est que, en plus de ça, tu vois, moi, je m'en suis rendu compte et là, j'en chie un petit peu en ce moment. Pourtant, je ne suis pas un athlète qui prend beaucoup de volume, mais j'ai quand même pris des guibolles, j'ai quand même pris un peu du cul. Et mine de rien, en gym, c'est très vite handicapant. Donc, voilà pourquoi ça s'explique. Ça s'explique comme ça. Sur le travail avec les filles, c'est complètement différent parce que les filles, elles ont 4 agrès et 3 à dominante sur les jambes. Et là où les jambes, l'activation, non seulement sur les jambes, mais en plus de ça, où il y a des gros paramètres de stabilité et où le fessier est très fortement engagé. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette décision. Chez les garçons, tu vois, les garçons que j'entraîne en parallèle, ils n'ont que 2 séances de squat dans la semaine, pas plus. Et en plus de ça, j'estime que le squat est une très bonne école pour le dos, une très bonne école posturale. Pour revenir sur le squat, bien sûr que j'ai été très décrié, sauf que les mecs critiquent sans savoir vraiment ce qu'il est fait en termes de protocole, etc. Et je me suis fait accompagner de gens très pointus dans le domaine. Guillaume, également, j'en ai parlé avec Aurélien Broussal d'Herval, qui est quand même un calibre dans le domaine. J'en ai parlé avec des ostéopathes, des kinés, qui ont vraiment une compétence dans le domaine, notamment dans la posturologie, et qui m'ont dit vas-y, fonce. Par contre, après, voilà, soit vraiment, j'ai été très, très attentif sur les postures, très attentif sur les placements, voilà, pour pas qu'il y ait de blessés. Et quand je dis j'ai eu des très bons résultats, depuis le début de l'année, j'ai eu aucun souci de pathologie. Or, les années précédentes, j'avais pas mal de petites pathologies de croissance. Alors après, est-ce que c'est cause à effet ou est-ce que c'est le hasard des choses? Je ne sais pas. En tout cas, j'avais une petite également qui avait la maladie de Schauerman au niveau du dos. Donc, c'est un manque d'inversion de la courbe lombaire qui amène par la suite, lors de la croissance, des fois à ce qu'on soit obligé de souder les vertèbres, puisque les disques vertébraux en fait glissent. Et c'est une gamine qui avait des douleurs de dos récurrentes et depuis qu'on squatte, elle n'a plus aucune douleur. Et pourtant, Dieu sait si tu imagines que c'est une gamine chez qui on m'a dit c'est n'importe quoi, c'est indécent de la faire squatter, etc. Et puis aujourd'hui, tu vois, je regarde tout ça avec un grand sourire. Et puis la petite, là, elle m'a dit Thibaut, quand est-ce qu'on recommence à squatter? Parce que là, tu vois, ça fait 1 mois et demi et ça recommence à tirer un petit peu dans le bas du dos. Donc du coup, voilà, tu vois, c'est outre l'aspect performance, il y a un aspect santé qui n'est pas inintéressant. Donc voilà, pour reprendre la suite du training, pour clôturer peut-être ce chapitre. Et ensuite, j'enchaîne avec du travail technique. Donc on passe aux agrès. Alors ça peut être dans le travail technique aux agrès, il va y avoir du travail purement technique et puis toujours des situations de renforcement avec du travail d'alignement sur le handstand, etc. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver à tous les agrès. Donc ça sera plus ou moins spécifique en fonction de l'agrès dans lequel on est, quoi. Elles font tous les agrès le même jour? Elles touchent à tous les agrès? Non, en principe, je fais 2 fois 40 minutes ou 2 fois 45 minutes d'agrès, en gros. Donc je fais deux agrès par jour. En principe, quand je fais la séance de squat lourd, j'évite de faire une séance de sol ou une séance de saut. Je vais plutôt faire barre ou poutre. Mais après, ça peut varier dans la semaine. Tu vois, là, ce que j'ai fait, je les ai fait squat en début de séance et après, je me suis rendu compte que ça a impacté trop sur le niveau de la technique, surtout dans l'avancement de la saison.
Et du coup, là, maintenant, je leur fais faire leur séance et à la fin, on fait la séance de squat. Donc, sur de la fatigue, c'est encore plus intéressant. Je vois qu'il y a Kevin qui a mis une question là sur Ouais, combien de cycles tu fais ça. Week-end de squat x5. Alors, très honnêtement, je suis parti sur 8 semaines. En fait, j'ai fait 4 semaines de travail barre à vide où j'ai fait, mais quand je te dis barre à vide, c'était 4 séances de barre à vide avec que de la posture, que du positionnement, etc. Après, c'est des gymnastes, donc elles ont une capacité d'adaptation qui est très, très importante. Un gainage de ouf. Donc, autant te dire que je n'ai pas eu trop de problèmes à les placer, mais j'ai vraiment pris le temps. Et puis après, j'ai fait 2 semaines de transition où j'ai fait une montée en charge et on a fait un test de 1 RM pour voir un petit peu le niveau de force au bout des 2 semaines. Et après, je suis parti sur 8 semaines de cycle où je faisais un jour une séance avec 2x2 à 90, 2x3 à 85 et le lendemain, je faisais du 5x5. Alors, académique ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui me paraissait le plus intéressant. Donc, je suis parti sur ça. ok. Très bien. Ouais, n'hésitez pas, je ne l'ai pas dit au début, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis je l'ai transféré à Thibaut. Est-ce que Thibaut, tu peux nous rappeler quels sont les agrès pour les filles et quels sont les agrès pour les garçons, s'il te plaît? Ouais. Alors, les agrès pour les filles, donc il y a le sol, la table de saut, la poutre et la barre asymétrique, donc 4 agrès. Et après, pour les masculins, on a le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, la table de saut, les barres parallèles et la barre fixe, donc 6 agrès. Avec 2 agrès en commun avec les filles, la table de saut et le sol. Et après, les 4 autres agrès qui sont vraiment des agrès spécifiques au masculin, avec des aptitudes et des qualités physiques tout aussi différentes les unes que les autres. C'est aussi la richesse de la gym, c'est qu'on touche à un panel de qualités physiques qui est d'une densité extraordinaire. Et C'est pas je parle de ça parce que ça enchaîne sur ma prochaine question. Quelle est la filière énergétique la plus utilisée en gymnastique? Alors, l'aérobie, on va finalement très peu s'en servir. Et puis, on sait que les enfants, en plus, sont très peu répondants au développement des qualités d'aérobie. Jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'adolescence, on commence à pouvoir taper un petit peu plus dedans, mais encore, on sait que ça se développe un petit peu plus tard. Donc, on est beaucoup sur de la lactique, sur de l'anaérobie à lactique, avec des efforts courts mais très intenses, avec des niveaux de violence extrêmes. Et puis, on est sur du lactique, mais plus dans des situations de renforcement, avec des situations d'endurance de force, de répétition de gestes finalement assez basiques, mais sur un temps donné qui va aller entre 45 secondes et 1 minute. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un complet, c'est-à-dire une routine, un mouvement en compétition, on est entre 5 secondes au saut. Donc là, on est vraiment sur de la lactique pure et sur un mouvement au sol qui va aller jusqu'à 1 minute 30. Donc voilà, tu vois, on a un panel difficile. Tu vois, c'est même presque difficile de dire qu'on est sur du lactique, tu vois, entre 45 et 1 minute 30. Mais ouais, on sera plus dans la dominante filière alactique, mais dans des situations, on ira taper un petit peu dans le lactique. Mais bon, c'est somme toute gardée, tu vois. Tu vois, c'est une question, c'est presque une question un peu piège parce que les filières énergétiques en gym, on est surtout sur les membres supérieurs. Donc, tu sais très bien que le lactique en bras et le lactique en jambes, tu ne mets pas le même temps à le digérer et surtout à le faire monter. Le lactique, avant que tu aies vraiment tapé dans le lactique au niveau des jambes, bon, il faut quand même déjà t'envoyer un 400, tu vois. Un 400, là, tu commences vraiment à être dans du lactique. En gym, tu peux être très très vite dans du lactique. Tu fais 3 enchaînements de 3 secondes de force aux anneaux, tu es déjà dans un lactique énorme au niveau des membres supérieurs. Donc, je pense qu'il ne faut pas concevoir les filières énergétiques en gym comme on peut les concevoir dans d'autres domaines où on va être plus à dominante membre inférieur, quoi. Tout à fait d'accord. Donc, on va faire un petit peu le lien du coup avec le CrossFit. Donc, tu fais quelques prépas et quelques programmes pour les CrossFitters. Quelle est la plus grosse erreur que font les CrossFitters quand ils font de la gym? Qu'est-ce que toi, tu vois comme récurrence quand tu vas coacher les CrossFitters? Est-ce qu'ils veulent des étapes? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Alors, Ta vision un petit peu, ta vision de la gymnastique en CrossFit. Qu'est-ce que tu en penses? pour le coup, je vais te donner une vision de ce que je connais depuis maintenant quasiment 1 an, parce que je m'intéressais au CrossFit bien avant ces 1 an, mais ça fait vraiment 1 an que
que j'interréagis dans le milieu du CrossFit. Ça serait prétentieux de dire que j'ai tout vu, mais en tout cas, je commence à avoir une photographie et une cartographie de l'athlète CrossFit de manière générale. Ce que je me rends compte, la première chose, c'est que les gens n'ont peut-être pas forcément conscience de la technicité de la gym. Je vais m'expliquer. C'est ce que je... Ouais, alors, la première chose que je pourrais dire, c'est, tu vois, par exemple, les mecs se mettent à l'haltérophilie, ils se disent, OK, je vais mettre des poids au-dessus de ma tête, je vais mettre une charge au-dessus de ma tête, on est dans quelque chose d'assez technique, etc. Je vais faire appel à un spécialiste pour m'accompagner dans l'haltéro. La gym, c'est différent. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'un spécialiste pour faire des tractions, pour faire des pompes, pour faire des dips, pour faire du handstand, bon, un peu plus. Pour faire des muscle-ups, ça se complique un petit peu. Donc, forcément, voilà, tu vas peut-être faire appel un petit peu plus à des spécialistes. Or, la gym a un véritable besoin de coaching. Donc, je pense que c'est… Alors, je ne sais pas si c'est culturel. Je pense que c'est culturel. Mais il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas grand monde qui soit positionné sur la gym en France. Parce que mine de rien, tu vois, je viens d'arriver depuis 1 an. Je suis le seul à l'heure actuelle à proposer du coaching sur la gym en ayant été athlète, mais surtout en étant entraîneur depuis maintenant plus de 10 ans dans la gym. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure dans l'introduction, il ne faut pas confondre être athlète et être entraîneur. Moi, je pense, sans prétention aucune, je pense être meilleur entraîneur que j'ai été athlète. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'étais tellement un athlète, un gymnaste sans qualité initiale pour la gym et sans qualité même physique, acrobatique, etc. Enfin, j'avais vraiment pas grand-chose pour devenir un bon gymnaste, que je suis passé par toutes les situations de merde et je suis passé vraiment par un apprentissage très fastidieux finalement et en même temps très construit. J'avais pas le choix de passer par toutes les étapes. Si tu veux, c'est pas le talent ne m'a pas permis de sauter des étapes comme certains l'ont fait. À côté de ça, tu as des gymnastes de très haut niveau ou des athlètes CrossFit de très bon niveau qui se revendiquent coach, alors qu'en fait, les mecs n'ont même pas de diplôme de coach, mais ça, c'est encore autre chose, se revendiquent entraîneurs parce qu'ils ont été bons athlètes. Or, c'est deux choses complètement différentes. Pardon. Donc, moi, tu vois, ce que j'aurais tendance à dire, c'est la gym a un besoin de coaching aussi important que dans l'haltérophilie, peut-être même voire plus. Si on reprend les bases et les fondements de la fameuse pyramide CrossFit que Greg Glassman avait établie, la gymnastique arrive avant l'haltérophilie. Combien de crossfitters, alors que ça soit dans le crossfitter lambda, dans le crossfitter intermédiaire ou dans le crossfitter de compétition, combien font passer leur gym avant l'haltéro? Énormément. Voilà, tu vois, une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit. Alors, encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a absolument rien de sexy dans la gym. C'est sûr que snatcher 130 à 80 kg de poids de corps et faire 5 muscle-up hyper classe, hyper clean, j'en conviens que c'est quand même beaucoup plus Instagrammable de snatcher 130 à 80 kg de poids de corps. On est bien d'accord. Mais par contre, le travail du muscle-up aura été tout aussi fastidieux, tout aussi pointu en termes de technicité, en termes d'apprentissage moteur que le snatch. Par contre, l'avantage de l'haltéro, c'est que c'est vrai qu'on voit beaucoup plus vite sa progression parce qu'on rajoute des poids sur la barre, on rajoute de la charge, etc. Donc forcément, visuellement et en termes d'ego pur, hein, là on parle purement d'ego, c'est beaucoup plus encourageant de faire de l'haltéro que de faire de la gym. À cela s'ajoute, comme je te disais, le fait qu'il y ait très peu de gens aujourd'hui qui proposent de la programmation gym, du séminaire gym, etc. Il y en a qui sont un petit peu improvisés et c'est tant mieux. Ce n'est pas du tout une critique que je suis en train d'émettre. Il y en a qui ont pris ce credo, mais sans être vraiment des spécialistes ou qui ont été bons gymnastes ou qui ont pratiqué la gym et puis qui sont dans le CrossFit, qui sont pour le coup de très bons coachs CrossFit, mais qui manquent de recul sur l'entraînement gym. Moi, tu vois, aujourd'hui, ce que je fais dans mes programmations, je prends mon expérience, mais surtout les points sur lesquels j'ai pu buter moi en tant que gymnaste et surtout la méthodologie de travail. Aujourd'hui, je pense que c'est ça qui manque dans la gym. C'est la partie méthodologique. Plus méthodologique finalement que technique. Tu vois, Kevin, il pourra en attester, il est là sur le live. On a repris pendant 8 semaines, pendant les 8 premières semaines, je lui ai fait faire des tractions, des dips et des pompes pendant 8 semaines. Je peux te dire que ça lui a fait, excusez-moi du terme, ça lui a vraiment cassé les couilles. Et à raison, parce que c'est chiant de faire que ça. Par contre, je l'ai mis dans une forme de travail
tu vois, qui lui a permis par la suite de pouvoir amener plus de transférabilité. On a travaillé avec de la méthodologie de travail, des choses très simples, très basiques, mais simples, mais efficaces. Pas besoin de faire des exercices ultra sexy, pas besoin de faire des trucs sortis de l'espace, sortis de derrière les fagots. Par contre, on a essayé de créer une ligne directrice par rapport à ces objectifs. Donc, si tu veux, je pense que c'est, pour répondre à ta question de manière plus précise, c'est plus un problème de méthodologie et de connaissance de l'entraînement en gym que le fait qu'il manque peut-être de personnes pour l'enseigner. Tu vois, quand pendant longtemps, on a entendu dire ouais, mais le strict ne sert à rien. Faire du handstand hold, ça ne sert à rien. Et ça m'a fait rire. C'est une petite anecdote que je dis souvent, mais tu vois, le handstand hold, c'est sorti au dernier Games. Alors, même si ce n'était pas vraiment un handstand hold, hein, c'était un handstand hold un petit peu trafiqué. Mais tout ça pour dire que 3 mois avant, je disais les gars, prenez le temps de faire du handstand hold. Ouais, mais on s'en fout, nous, on s'en fout. Il n'y a que du handstand walk. Oui. Par contre, la maîtrise de la posture, de l'alignement, etc., la maîtrise de son corps dans l'espace, être capable de stabiliser son corps au-dessus de sa tête, c'est indispensable avant même de mettre son corps en mouvement. Et donc voilà, tout le monde me disait ouais, mais tu connais rien, tu n'as pas la logique CrossFit. Je leur dis écoutez, j'ai peut-être pas la logique CrossFit, mais je pense que d'ici très peu de temps, dans 2-3 ans, dans les 2-3 prochaines années, il va y avoir de plus en plus d'épreuves sur du hold. Tu as le même discours. Tu as le même 3 mois discours. après, Vas-y, ouais, continue. je te disais, 3 mois après, épreuve numéro 6 des Games, un stand hold. Donc, si tu veux, ça m'a fait sourire. J'étais super content en plus parce que je me suis dit, putain, c'est cool. Il donne de l'importance à la qualité du geste en gym, etc. Et je trouvais ça super cool. Après, ça m'a fait sourire parce que les mecs, ils disent, machin, t'es pas l'univers du CrossFit. Mais en fait, les gars, ce que vous avez oublié, c'est que vous êtes depuis 10 ans, vous êtes depuis 7-8 ans dans le CrossFit. Vous avez l'impression d'avoir, ça, tu vois, c'est un truc qui m'énerve vraiment le CrossFit. C'est que tu as toujours 5% de cons dans un sport qui font chier tout le monde à venir dire ouais, mais toi, tu n'as rien compris parce que de toute façon, la gym dans le CrossFit, ça n'a absolument rien à voir. Les gars, calmez-vous parce que en fait, la gym, ça a été le premier sport olympique avec l'haltérophilie et l'athlétisme. Donc, en fait, tiens, bizarre. En fait, c'est un peu la définition du CrossFit. On reprend l'haltérophilie, on reprend un peu de sport d'endurance, enfin un peu, même beaucoup de sport d'endurance, et la gym. Tiens, c'est bizarre, c'est étonnant. Les 3 sports qui ont été créés en premier lors des premiers Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques dans l'Antiquité, bien entendu. Mais du coup, tu vois, c'est assez marrant parce que la gym, que ça soit de la gym CrossFit ou que ça soit de la gym pure et dure, c'est exactement pareil. Les mecs qui viennent me dire ouais, mais tu te comprends, moi je fais du CrossFit depuis 8 ans. Ouais, ok. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la gym et ça fait déjà 10 ans que je coach. Donc, c'est-à-dire que toi, tu as commencé le CrossFit. Moi, ça faisait déjà 2 ans que je coachais et j'avais déjà 20 ans de gym, de pratique de la gym derrière moi et une petite expertise et une petite expérience dans le domaine. Surtout que j'ai toujours été très intéressé par mon sport et par le coaching, vraiment par le coaching en lui-même. C'est ce qui m'a amené là. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant de venir dans le domaine du CrossFit parce que je pense que c'est aussi l'une des problématiques du CrossFit, c'est que ça manque de coaching vraiment à l'état pur et de l'entraînement, mais peut-être qu'on en reparlera un petit peu par la suite. Donc voilà un peu. On voit que ça te tient à cœur et tu n'imagines pas la claque qu'on s'est tous pris, je pense, quand ils ont mis les stricts HSPU aux Open. Mais la claque qu'on s'est pris, Ouais. le nombre de personnes, et moi y compris, qui n'avaient pas fait beaucoup de stricts, mais on s'est fait défoncer. Et c'est là où on s'est rendu compte, on s'est dit, putain, ok, il commence à mettre de la gym. Et je suis allé faire le séminaire gymnastique à Nice et on avait eu un coach qui s'appelle Nathan Bird, coach Birdie, il l'appelle. Et lui, il prévoit qu'il y ait des barres parallèles aux prochains Games et de plus en plus, qu'il y ait de plus en plus de. Et il y en a peut-être pour la marche sur les mains sur les Games, l'année où Willy y est allé d'ailleurs. Et de plus en plus, il y aura des mouvements comme ça, j'en suis persuadé. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ce matin, tu vois, j'étais en visioconf avec un pote là, avec qui on est en train de développer une ligne de matériel. Ça va sortir dans pas longtemps. On est en train de bosser sur une ligne de matériel autour du matériel gymnique et d'un outil que je suis en train de développer. Kevin, il l'a vu un peu sur place, là, le petit chariot. Il sait de quoi je parle. Un truc qui va être assez lourd, qui va arriver. Donc là, on est en train de bosser là-dessus. Et en effet, tu vois, c'est mon pote là bosse pour une marque de matos de gym. Et je lui dis, putain, mais va taper dans les box de CrossFit, va leur vendre des barres parallèles, va leur vendre des porte-mains, les porte-mains, les parallélettes, comme vous les appelez. On appelle ça des porte-mains. Mais bien sûr, je peux même déjà t'annoncer dans 3-4 ans ce qui va sortir aux Games en termes de gym. Tu vois, mais quand tu dis ça, ouais, Thibaut, ça fait 1 an que tu es dans le CrossFit, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais parce que
j'ai tellement une logique, je sais tellement comment mon sport il a évolué en 25 ans comme moi je l'ai pratiqué, que je sais très bien que CrossFit ne va rien réinventer en fait. Ils vont se servir de ce qui a été fait et ils vont se mettre exactement dans la lignée. C'est une certitude, mais c'est sûr et certain. Donc, préparons-nous à devoir faire du strict, à devoir bosser à 75% de la technique avant d'espérer toucher les anneaux, toucher les barres. C'est ce que tu Ouais, avais c'est dit. vraiment ça. Ouais, tu avais dit ça sur un podcast avec Guillaume que Ouais, rien, l'exemple que tu nous as donné de l'entraînement avec tes filles, tu passes 1 heure et demie à faire du renfort de la technique avant même de pouvoir toucher un agrès. Alors que nous, exactement. la première chose que les mecs font, on vient, on saute sur une barre, on veut faire des muscle-up tout de suite. Parce Et que j'ai fait un entraînement aussi long que quand je suis allé m'entraîner avec les gymnastes. Leur entraînement, il est interminable. C'est ouais. un truc de… Après, tu sais, ça, c'est un truc que moi, j'ai appris et que je me sers énormément dans mon coaching au quotidien. Et tu sais, en 2020, 2021, là, c'est quand même compliqué d'arriver à motiver les gens. Je suis très fier d'ailleurs des gymnastes que j'entraîne parce que, tu vois, on fait des séances en Zoom 3, 4 fois par semaine et tu sais à quel point c'est compliqué déjà pour des adultes. Alors imagine-toi pour des gamins comme c'est compliqué. Et quand tu sais que tu vas faire un Zoom et que tu vas te taper 1 heure de préparation physique, autant te dire que derrière ton écran, ça te les brise un peu. Et tu vois, ils sont hyper assidus, etc. Donc, je suis vachement fier. Ça veut dire que je suis arrivé à leur inculquer une certaine rigueur dans l'entraînement et tout. Ça, c'est pour le coup, c'est vraiment une vraie victoire. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Mais c'est un truc que je dis souvent. Moi, pour moi, la meilleure école de la vie que j'ai eue, c'est la gym. Parce que c'est tellement une école de la rigueur, tellement une école de l'abnégation, une école du coup, c'est l'école du courage vraiment. Tu vois, je vais vous donner une petite anecdote là pour les mecs qui sont là et puis ceux qui regarderont le replay. Euh, la première année que je suis allé passer le test pour entrer en structure, de performance, j'avais 6 ans. Et l'un des tests, c'était monter à la corde 6 mètres sans les pieds. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une corde. J'avais jamais mis ma main sur une corde. Bref, je monte les 6 mètres. J'ai dû peut-être mettre 30 secondes, enfin un truc interminable. J'arrive en haut. J'avais tellement plus de force que je n'ai pas pu redescendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai glissé le long de la corde. Tu vois, je suis arrivé en bas avec les mains en sang, avec l'entrejambe, je ne t'explique même pas, dans un état complètement improbable. Et mon coach m'a regardé, il m'a dit, tu vois, c'est bien Thibaut, c'est la première et la dernière fois que tu fais ça. Donc, pour te rappeler qu'il va falloir que tu prennes de la force et pour te rappeler qu'on ne se laisse jamais glisser, donc tu vas remonter en haut et puis tu vas redescendre et tu vas contrôler la descente. Je ne te mens pas, j'avais les mains, je pense que j'étais brûlé au 2e, au 3e degré, enfin, c'était du n'importe quoi. Donc je dis pas que c'est bien, tu vois, c'est pas du tout, je veux pas passer pour un héros parce qu'il y a rien d'héroïque, mais pour te dire un peu la culture de l'entraînement au gym et de la notion d'abnégation, de la notion de courage. Et il se trouve que après, au bout d'1 an de travail, je suis rentré, tu vois, en structure, on faisait 3-4 cordes à chaque entraînement. À la fin de l'année, je grimpais 6 mètres à l'équerre, 6 mètres avec les jambes en L-sit, je redescends dans L-sit. Et l'année d'après, je grimpais avec 2 cordes de chaque côté, comme ça, avec un sac et des plates de 5 kilos dedans. Donc, tu vois, voilà, en termes d'abnégation et en termes de progression, voilà où ça mène. Mais par contre, c'est vraiment une. Tu sais, hein, tu as été avec les mecs du pôle de Lyon en gym, etc. C'est vraiment une école de la rigueur incroyable, quoi. C'est l'école de la rigueur et de l'abnégation, la gym. Et c'est pour ça aussi, je pense que les gens ont du mal à accrocher parce que ça prend du temps, c'est long, voilà, c'est rébarbatif, quoi. Te planter à peu près 500 tractions avant de pouvoir espérer peut-être faire un muscle-up, bon, c'est un délire, quoi. C'est un délire. Donc, Ouais. je pense que c'est pour ça que c'est compliqué aussi. On a une question là. Que pense Thibaut de la phrase du level 1 qu'on nous dit quand on passe le level 1 qui dit que pour être bon en gymnastique, il faut au moins 3 minutes de L-sit? C'est de la connerie. C'est une connerie incommensurable. C'est assez marrant parce que là, j'ai un pote là, qui entraîne sur le pôle France d'Antibes, un mec qui a mon âge, qui a été gym de haut niveau, qui est entraîneur donc au pôle France d'Antibes, qui a été au Cirque du Soleil. Donc, je te donne le niveau un peu Ouais. du gagné. Et ils ont fait un challenge avec les gyms qu'il entraîne, donc avec des grands et des petits. Ils ont fait un challenge de tenir 1 minute en L-sit sur des petites parallélettes. Donc, les parallélettes, elles étaient à quoi? 20 cm du sol. Les mecs, au bout d'1 minute, ils ont fini éclatés, mais comme jamais. Le L-sit ne conditionne pas un niveau abdominal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la flexion de la hanche de la verticale basse jusqu'à ce que les jambes remontent à l'horizontale,
on est quasiment à 80% de recrutement sur les fléchisseurs de la hanche, donc essentiellement le psoas-iliaque pour ne pas le nommer. Donc, autant te dire que 20% sur abdos, aucun intérêt. Par contre, Kevin, bien placé pour le savoir, les toes to bar, tous les mecs qui disent « Oui, moi, alors, tu comprends, moi, je fais des toes to bar, j'arrive à l'horizontale, mais alors après, j'y arrive pas. Mais pourtant, je suis fort en abdos parce que j'arrive à tenir jusqu'à l'écart. Non, non, tu es fort en fléchisseur de hanche. Par contre, après, faire des toes to bar où tu pars les jambes en L-sit et venir toucher les pieds à la barre, c'est un autre délire. Tu vois, Kevin, dans sa programmation, Kevin, je le suis en ce moment sur sa prog gym, on a mis des choses en place ensemble. Je lui fais faire monter les pieds à la barre et faire la phase excentrique. T'inquiète que pour lui, la phase du L-sit jusqu'à ce que les jambes elles soient à la verticale, la deuxième partie excentrique, ça ne pose pas de problème. Par contre, la phase des pieds à la barre jusqu'au L-sit, là, ça pose un véritable problème. Parce que là, tu es vraiment sur un engagement abdominal. Donc, pour répondre, je crois que c'est Vincent qui a posé la question, c'est une connerie ahurissante de dire 3 minutes. Autant te dire qu'en plus de ça, chez un crossfitter, où tu vois, moi, je me rends compte, là, je me suis fait un test, l'autre jour, j'ai tenu 42 secondes en L-sit, tu vois. Bon, après, je ne suis pas très fort en abdos non plus, mais j'ai tenu 42 secondes en L-sit au sol. Hein. Attention, pas sur des parallèles, vraiment au sol. J'ai fini, j'étais déboîté pendant une semaine. J'avais fléchisseur de la hanche complètement éclaté. J'ai rien fait pendant une semaine. Ouais, dire que je trouve que c'est hyper réducteur. Et en plus de ça, le poids de jambes des crossfitters, autant te dire que c'est pas du tout une mesure en abdos. Par contre, mettre un mec en holo, le cul au bord d'une caisse et se mettre en holo, les bras aux oreilles et descendre, se mettre à la ligne horizontale et tenir 3 minutes, là, le mec qui arrive à faire ça, ok, c'est vraiment, vraiment, vraiment une machine de guerre au niveau des abdos. Tu vois. Donc, quand je vois la petite anecdote, quand je vois les GHD sit-up, ça me fait exploser. J'ai envie de dégommer tout le monde quand je vois ça. Parce que 98% des mecs n'ont absolument rien compris. Ils rétractent la hanche, machin, il n'y a absolument aucun engagement au niveau des abdos. Moi, pour te donner un ordre d'idée, ça c'est la petite pépite, la petite anecdote, je fais très très peu de travail en concentrique et en excentrique au niveau abdos avec mes gymnastes, avec les gymnastes que j'entraîne. Et plutôt du statique, du coup? C'est que de l'iso, que de l'isométrique. Alors après, je fais de l'isométrique, abdos. Par contre, après, je rajoute, tu vois, du mouvement. Ça va être du mouvement avec les bras. Ça va être donc toujours en générant du mouvement et de l'instabilité, mais ouais, ou avec les pieds, etc. Mais toujours, j'isole les abdos. Donc, on est vraiment sur le travail isolé abdos, mais très peu de travail concentrique. Il ne faut pas s'étonner que tous les crossfitters ont le bide en avant. Forcément, ils font quasiment que du concentrique. Ils font très peu d'isométrique. Donc, moi, mes gymnastes, elles n'ont pas de problème d'avoir le bide comme ça. Tu vois, les Davids Dottir qui ont le bide 1,50 m devant, avec le fameux six-pack, mais complètement délirant. Arrêtez de faire du concentrique, quoi. Faites de l'iso et vous verrez que vous serez beaucoup plus fort. Je pense que c'est le régime le plus pertinent pour vraiment devenir bon en abdos, c'est l'isométrique. C'est le plus adapté, en tout cas. D'accord. Ah ouais, c'est super intéressant, ça. C'est vrai que la plupart des gens, on va faire des sit-ups, des crunchs, des choses comme ça. Mais si déjà, on ne tient pas en holo ou en arche, un bon Tabata holo arche bien réalisé. Ouais, bah, bien sûr. Mais c'est Moi, en j'ai jamais plus. eu autant mal aux Non, mais abdos j'avoue, quand… c'est hyper chiant. C'est hyper chiant, tu vois, de faire du statique. Moi, le premier. Là, je sais qu'en ce moment, tu vois, je me reprends un peu en main parce que au niveau abdos, je sens que je tiens pas la route. Tu vois, là, j'ai repris des grosses acrobaties en barre fixe, notamment, où ça demande des niveaux de contraction abdominale qui sont stratosphériques. J'ai pris un peu de poids de jambe avec les squats. Tu vois, j'ai pris un petit peu de cul aussi. Donc, bah, je sens qu'il faut remettre une petite douille sur les abdos. Là, ça fait 2-3 semaines que je me suis repris en main. Par contre, moi, tu vois, j'ai les abdos, que je fasse des abdos ou pas, j'ai toujours le six-pack qui est visible. Par contre, à côté de ça, là, il y a 3 semaines, j'étais une putain de tanche en abdos, quoi. J'ai 1 minute 30, 2 minutes de holo hold au sol. J'étais éclaté, quoi. J'étais éclaté. Alors que 1 minute 30, 2 minutes, ça devrait être facile. Là, tu vois, j'ai repris, voilà, j'arrive à 1 minute 30, 2 minutes, je suis assez facile, tu vois, je rajoute un petit peu de travail autour combiné, mais voilà. Donc, encore une fois, tu vois, les gens, ils pensent aussi que la définition musculaire au plan esthétique, ça fait les qualités du bonhomme. Ouais, ça se saurait, quoi. Tu regardes Matt Fraser torse nu, c'est pas le mec le plus sec de la planète. Bon, après, c'est pas forcément le meilleur exemple parce qu'on sait pas trop ce qu'ils prennent non plus, les mecs aux games. Donc, c'est pas forcément la meilleure référence. Mais si tu veux, c'est pas parce qu'un mec est sec et défini et dessiné, pardon, que ça définit un niveau de force ou un niveau d'aptitude physique, quoi. Selon toi, quelles seraient les bases à avoir avant de pouvoir commencer à faire du keeping, du butterfly, des choses comme ça?
en strict. Quelles seraient les bases à avoir en strict, à savoir mouvement de répulsion, mouvement de traction et gainage statique? Les bases vraiment pour limiter les risques de blessure pour quelqu'un qui commencerait le CrossFit. Alors, c'est très intéressant ta question et tu vois, ça va être l'objet de l'une de mes prochaines vidéos. Là, j'essaye de faire des petits posts d'un quart d'heure, 20 minutes sur Insta là, pour partager du contenu, pour que les gens arrivent à les tenir un petit peu en haleine avec l'activité, puis leur apporter un petit peu de connaissances sur un milieu que je connais bien. En fait, nous, la gym, on sectorise pas mal les choses. Donc, si tu veux, on a sur le renforcement, par exemple, si on prend le renforcement des bras, on sectorise en deux parties. Je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, j'en ai parlé. On a le travail bras fléchis. Donc, le travail bras fléchis qui va comprendre le travail de tirage et le travail de répulsion. Et puis, le travail bras tendu, où là, on va être sur des choses un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus pointues, où là, on va travailler sur l'adduction, l'abduction, l'antépulsion, la rétropulsion. Et là, on va être sur des choses, tu vois, déjà beaucoup plus fines. On va se rapprocher plus d'un travail gestuel que d'un travail vraiment de renforcement à proprement dit sur le plan musculaire pur. On va être plus dans la coordination intermusculaire que dans du développement intramusculaire. Tu vois, le bras fléchi, en fait, nous, on s'en sert beaucoup en gym. On travaille très peu bras fléchi, finalement, chez les gymnastes, dans la gym à l'état pur. Par contre, le travail bras fléchi, on le met à disposition du travail bras tendu. Je m'explique quand je dis ça. Être capable de résister bras tendu, c'est être capable de repousser le sol. Donc, si vous êtes très fort en bras fléchis, en répulsion, derrière, normalement, en bras tendu, vous avez la capacité à résister bras tendu sans aucun problème. Donc, tu vois, voilà comment on fonctionne un petit peu. Et puis, donc être bon sur le tirage, être bon sur la répulsion. Alors, nous, en gym pur, on est plus sur de la répulsion. On fait très peu de tirage. Par contre, après, on va en faire, tu vois, pour garder un équilibre musculaire, etc. Mais finalement, peu de travail de tirage. Tu vois, on fait des tractions, mais après, on ne va pas faire 50 000 variations de traction. Moi, tu vois, ça choque tout le monde, mais tu vois, je crois que mon PR en traction, en pull-up, strict, tu vois, ça doit être 13 ou 14. Donc, c'est pas, tu vois, c'est pas du tout. C'est pas du tout énorme. Par contre, après, ligne de jambe nickel, les pieds collés, ça ne branche pas d'une manette, quoi. Mais voilà, tu vois, c'est pas énorme parce que finalement, on n'en fait pas beaucoup. On en fait plus pour l'équilibre postural que vraiment pour un renforcement spécifique. Donc, voilà un peu comment ça se goupille. Et puis après, pour le travail vraiment purement abdominal, un gros travail sur du gainage isométrique. Donc, par exemple, sur des situations où on va se mettre sur les mains et sur les pieds et on va faire glisser les pieds derrière, par exemple. Ce qu'on peut faire aussi avec une roulette, avec les rollers abs, là où on descend devant en gainage, etc. Donc, ça, c'est du travail, mine de rien, isométrique au niveau abdominal. Et il y a une compensation excentrique au niveau bras. Mais on est, tu vois, même dans la gym, alors je vais utiliser un terme qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais je vous en donnerai peut-être l'explication. En gym, on est plus souvent sur l'oxotonie que sur du concentrique, de l'excentrique ou de l'isométrique. Donc, pour expliquer, là, pour ceux qui sont sur le live ou ceux qui le verront en replay, pour vous la faire très globale, l'oxotonie, en fait, c'est un mélange de concentrique, d'excentrique et d'isométrique sur des instants de contraction qui sont extrêmement courts, où en fait, on essaye de rétablir un équilibre permanent. Et c'est une combinaison de ces différents régimes. Donc, nous, on travaille énormément sur ces régimes d'oxotonie en gym parce que, mine de rien, on a une évolution du corps dans l'espace. Donc, on a besoin des différents régimes de contraction. Tu vois, d'ailleurs, c'est une question que Kevin m'avait posée. Il me dit, ouais, dans la programmation que tu m'as fait, il y a du concentrique, il y a de l'excentrique, il y a de l'isométrique. Est-ce que, tu vois, il m'avait posé la question et je lui avais répondu que, ouais, j'aime bien varier. Tu vois, je ne suis pas du genre à faire un cycle que sur l'excentrique ou que sur du concentrique. Après, il va y avoir des dominantes en fonction des périodes dans lesquelles on va être. Mais en tout cas, c'est important de renforcer un ensemble de schémas pour venir en corrélation avec cette fameuse oxotonie où on va aller taper dans les différents régimes en fonction des déplacements du corps dans l'espace. Parce que finalement, quand on a la tête en bas ou quand on a la tête en haut, ce n'est pas les mêmes niveaux de contrainte. Donc voilà un peu si je dois résumer, tu vois, les différents prismes du renforcement de la force sur la gym, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez des moyens pour bosser justement cette représentation dans l'espace que vous avez quand vous êtes en l'air, vous arrivez à faire des vrilles, des saltos? Comment vous le bossez ça, cette proprioception? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi une partie d'inné. Moi, tu vois, je le disais tout à l'heure dans la préparation,
tu as des gens qui naissent qui sont acrobates, qui ont une capacité à se repérer, à se voir dans l'espace qui est absolument extraordinaire. Moi, je suis absolument tout sauf ça. Je me perds extrêmement facilement en acrobatie. Ça m'arrive de faire des trucs complètement délirants. Tu vois, là, j'ai fait, ça fait très peu de temps que je fais une grosse sortie en barre fixe. Ça faisait 10 ans que je rêvais de faire cette sortie. C'est 10 ans de travail, quoi. Donc, tu vois, ça te donne un peu la représentation du truc. 10 ans de travail sur de la représentation mentale. Et puis surtout sur le fait de, excusez-moi du terme, mais d'avoir les couilles d'y aller, quoi. Donc, quand tu n'es pas du tout acrobate, ça, c'est très compliqué. Après, forcément, une fois de plus, la répétition et le travail. En passant par des étapes. Là, c'est ce qui est très intéressant en gym, c'est qu'on travaille beaucoup par ce qu'on appelle la part méthode. Donc, c'est-à-dire qu'on va décomposer la gestuelle de travail pour amener à un apprentissage spécifique. Mais ça, c'est pour l'acrobatie, mais c'est pour des choses aussi très simples. Tu vois, ce qui manque, par exemple, dans le CrossFit, tu me posais la question tout à l'heure, c'est le fait de travailler en circuit d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose qui est très ancré dans la gym, où on travaille donc par des circuits d'apprentissage. On met un ensemble de situations pédagogiques, en fait, qui vont renforcer des situations isolées, donc un isolement plus sur la partie du haut du corps, plus sur le bas du corps, plus sur l'endurance de force de l'épaule, etc. Tu vois, différents petits exercices qui, ajoutés les uns aux autres dans un circuit, vont nous permettre de progresser. C'est ce qu'on appelle, nous, en gym, la part méthode, la décomposition du mouvement, finalement. C'est ce que tu avais fait à hier, je crois. Ils étaient, je sais pas, une cinquantaine et il y avait plein d'exercices. Ouais. Et plein de... C'était ça? Ouais. Alors, c'est plusieurs exercices. Alors, ce que j'avais fait hier, c'était un peu différent, c'était un peu particulier. En fait, je suis descendu pendant un mois chez Guillaume là, dans sa box avec Sid. Et un jour, il me dit putain, Tib, la semaine prochaine, il y a les Watt Holiday. Donc, en fait, c'est un espèce de summer camp sur 3-4 jours. Et il me dit putain, Tib, j'aimerais bien que tu me prennes la séance. Tiens, fais-moi une petite séance de gym. Là, c'est le mardi et jeudi, c'est gym chez nous. Donc, fais-moi une séance de gym. Sauf que le problème, c'est que normalement, dans ces classes, il a entre 10, 15, voire 20 personnes maximum dans les cours techniques spécifiques. C'est un petit peu sa particularité, c'est que chaque soir, il a un créneau de 1 heure où il fait des cours spécifiques. Et ce soir-là, il me dit, putain, Tim, il va y avoir un problème par contre. Ce soir, ils sont 50. Donc, quand je te dis en fait 50, ils étaient vraiment 50. Je ne grossis pas le terme. Ils étaient 49 ou 50. Enfin, c'était un truc de mal. Je dis, mais Guillaume, là, il va y avoir un problème. Je leur fais une séance comment à 50 ? Je n'avais jamais fait une séance pour 50 pélos en face de moi. T'imagines le délire ? Donc, il me dit, ouais, mais c'est bon, Tib, tranquille, le talent. Je dis, ouais, mais Guillaume, en fait, le talent, il y a un moment donné, la salle, il y a encore des adhérents, machin. Il me dit, t'inquiète, je sais que tu vas t'en sortir. Il a bien fait parce que ça m'a poussé dans mes retranchements, ça m'a poussé dans autre chose. Je lui fais, OK, prépare-toi, par contre, il faut que tu vires tout le monde de la salle. Je vais faire un espèce de circuit géant. Il me dit, mais c'est-à-dire ? Je dis, t'inquiète, je vais faire un circuit géant. Et on a fait, en effet, un circuit géant où j'ai repris que des basiques, c'est-à-dire pour moi, les basiques, traction, pompe, dips, du travail isométrique sur abdos, dorsaux, donc lombaire, renforcement lombaire et oblique. On n'a fait que ça, mais du travail très basique. Je les ai mis en binôme, on a fait 25 ateliers et on a tourné en 30-10, 30-15. Ouais, 30-15, je crois que c'était. Et on a tourné. Bim, bam, boum. On a fait un espèce de machin, un truc de l'espace. Et les gens, à la fin de la séance, ils viennent me voir et me disent putain, c'était génial ce qu'on a fait, c'était extraordinaire. On a vu la gym d'une autre manière. Guillaume, il me regarde et il exploserait. Il me fait putain, mais ils me prennent vraiment pour des cons, quoi. Parce que je leur fais faire toute une année, quand je leur explique, ils me disent que ça leur fait chier. Mais en fait, tout simplement parce qu'on avait changé, si tu veux, la méthode de travail. Et finalement, on s'était mis autour de 5 choses très pointues qui sont pour moi des bases. Et j'avais simplement diversifié les outils de travail. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait de la traction avec des anneaux, on a fait des tractions avec la barre, on a fait des tractions avec un système de poulies. Donc, je vais passer une sangle dans une poulie. Donc, si tu veux, il y avait une instabilité entre la droite et la gauche. Et autour de ça, et pareil, pour les pompes, on a fait pareil. On a fait des pompes avec des ondulations, des Russian, je crois que c'est Russian push-up, je crois que vous appelez ça en CrossFit. Ce serait ça la part méthode. Tu prends un mouvement global, tu le coupes, tu fais plein de mouvements. Et en fait, tu vois, c'est ce que les gens ne comprennent pas dans l'approche CrossFit très souvent, alors que ce soit des coachs ou des athlètes, c'est de dire, tu sais, le fameux CrossFit, c'est tout varié. Oui, mais en fait,
pour reprendre les Open, alors je ne sais plus exactement combien il y a de gestes, mais des gestes, il n'y en a pas 150, je crois. Il y en a il y a 20, 21 gestes, je crois, dans le CrossFit, en gros. Et par contre, après, tu vas snatcher avec des dumbbells, tu vas snatcher avec une barre, tu vas snatcher avec un kettle, tu vois. Et en fait, d'une seule mise en situation, et ben, tu vas la décliner avec des outils différents. Et c'est ça la variété. C'est pas de faire des exercices qui vont être complètement délirants, mais c'est par contre utiliser différents supports. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, tu vois, la semaine dernière là-dessus, d'utiliser différents supports pour les mettre au service du renforcement d'un geste spécifique. Alors, ce qu'on a fait là comme circuit, ce n'est pas vraiment la part méthode. Mais en gros, ça peut s'y assimiler. C'est-à-dire qu'on prend un geste maître et on le décline. Pour la part méthode, si tu veux, en gros, pour te donner un ordre d'idée, par exemple, sur le handstand, on va commencer déjà à trouver la verticalité, les bras aux oreilles, simplement en mettant une personne debout. Ensuite, on va la mettre contre un mur. Ensuite, on va lui demander de mettre les pieds sur une box et de venir se mettre avec les fesses au-dessus de la tête. Après, monter une jambe. Après, monter la deuxième jambe. Après, se mettre le ventre au mur. Monter, redescendre ventre au mur. Ensuite, tenir ventre au mur. Tu vois, toutes ces étapes-là, un schéma d'étapes d'apprentissage, en fait, la part méthode, c'est plus ça. Donc, c'est la part méthode, si tu veux, on va plus l'utiliser dans le cadre d'une évolution sur un skills technique que vraiment sur du développement de la force. Mais en effet, le circuit que j'ai fait, ça s'assimilait aussi un peu à de la part méthode en prenant un élément très basique et en le déclinant sur plusieurs cas de figure. Mais c'est très intéressant. C'est quelque chose qui est très, c'est quelque chose qui est très utilisé dans le milieu de la gym. Tu vois, par exemple, en haltéro, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Tu vois, on a discuté pas mal avec Guillaume. Guillaume le fait énormément dans ses spécifiques d'haltéro. Par contre, en gym, il le fait un petit peu moins parce que ça nécessite vraiment une vraie connaissance de l'univers gymique. Donc, tu vois, je l'en blâme pas et je blâme aucun coach finalement par rapport à ça parce que ça demande vraiment une richesse de mise en situation qui est énorme si tu veux vraiment passer par la part méthode. Et si tu n'as pas été gymnaste ou entraîneur en gym, c'est très compliqué d'utiliser la part méthode et c'est aussi pour ça que tu vois, je vais faire des séminaires, que je lance des programmations, etc., que je me mets à disposition des coachs. C'est pour inculquer cette méthodologie, cette connaissance spécifique autour d'exercices, autour de mise en situation, et surtout pour que les coachs ou les athlètes soient capables d'adapter, si tu veux, leurs exercices en fonction des contraintes ou en fonction des problématiques qu'ils vont rencontrer sur le terrain. Tu vois, en haltéro, mine de rien, on est autour de 2 gestes, on est autour du clean et autour du snatch. Tu vois, je la fais de manière très courte, hein. Je ne peux pas être réductionniste, mais c'est un peu ça, tu vois. En gym, il y a tellement une multiplicité de mise en situation que voilà, c'est infini. Les solutions, elles sont infinies. Moi, tu vois, aujourd'hui, des fois, ça m'arrive encore au bout de 25 ans d'arriver et de me dire, putain, tiens, j'ai une petite qui a tel problème. Tiens, je vais inventer un exercice. Je vais inventer une mise en situation. Je fais des trucs, des fois, mon gars, ça fait peur. Ça fait peur. Les gamines, elles m'appellent MacGyver parce que des fois, je fais des trucs, c'est sorti de l'espace. Et des fois, tu vois, je teste des trucs et je me dis, bah, tu vois, la mise en situation que j'ai faite là, bah, non, ça ne fonctionne pas, ça ne me va pas. Mais c'est pas grave, tu vois, je teste, j'essaye des choses. Et après, bah, je me dis, bah, tiens, ça, c'est pertinent, ça, je le garde ou ça, je ne le garde plus. Et tu vois, là, même le jour, j'ai ressorti un truc. Là, j'ai une gamine qui était sur une problématique bien spécifique. J'ai ressorti d'anciennes programmation que j'avais fait, je me suis dit, tiens, putain, voilà, c'est cet exercice, je ne m'en rappelais plus, je l'ai repris, je l'ai remis au goût du jour, je l'ai réadapté, etc. Donc, c'est la particularité de la gym. L'essai-erreur. On pourrait en parler pendant des heures. Hein. On a une question de Mathieu. As-tu appliqué cette méthodologie sur ton travail de squat avec les gyms? Mathieu, si tu peux être un peu plus précis, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta question. Je pense qu'il peut ta méthode sûrement par rapport à squat pour les gyms, j'imagine. Alors, ce que j'ai fait, alors là, pour le coup, j'ai rien inventé parce que n'étant pas un spécialiste dans le domaine et ne maîtrisant pas forcément de manière très importante et n'ayant pas une expérience très importante pour le coup dans le domaine, je me suis vraiment mis sur des basiques. Je leur ai fait faire beaucoup de goblet squats pour le placement de la posture, pour le placement des genoux, pour le placement des hanches, etc. Moi, la problématique que j'ai rencontrée, ça a été de garder de la tension en fait. De la tension dans les cuisses, de la tension dans les fessiers, de la tension dans les ischios pour bien maîtriser tout ça parce que j'ai des athlètes qui sont quand même
qui ont des niveaux de souplesse très importants. Donc, forcément, d'aller en amplitude, d'aller se mettre le cul par terre, il n'y avait aucun problème, d'aller coller le cul au talon. Mais du coup, la grosse problématique qu'il a fallu que je résolve dans un premier temps, c'est de leur apprendre à descendre très profond, mais pas dans un relâchement complet. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la tension. Parce qu'au début, si tu veux, j'avais tendance à descendre et à relâcher complètement les fessiers, les cuisses, etc. Donc, dès qu'il fallait réactiver pour remonter, je ne t'explique pas la galère. Donc, si tu veux, je suis passé beaucoup par la part méthode dans, comment dirais-je, plus dans l'initiation technique qu'après vraiment dans le travail. Parce qu'après, un squat, ça, mine de rien, ça reste un squat. Donc après, ouais, on a fait du travail au niveau du placement de la barre derrière la nuque. On a fait, par contre, après, tu vois, ça, c'est un truc pareil. Les entraîneurs qui m'ont dit, ouais, mais en plus, tu leur fais faire des squats, tu leur mets pas de pad sur la barre. Non, on ne met pas de pad. Ça, le pad pour le squat, c'est pour les baltringues à la salle ou les Instagrammeuses qui te font croire qu'elles squattent en s'arrêtant au-dessus de l'horizontale et en faisant croire qu'elles ont fait une charge énorme alors qu'il y a 20 plombes sur la barre, quoi, tu vois. Mais moi, les petites, au début, ouais, bien sûr, au début, les petites, putain, c'est pas agréable, etc. C'est pas grave, on va apprendre. On va placer la barre, etc. Apprendre à être dynamique, apprendre à être actif, etc. C'est un apprentissage. Et tu vois, alors ça, c'est la petite parenthèse, mais si j'avais plus de volume horaire, c'est-à-dire que si j'arrivais à entre 15, peut-être 20 heures d'entraînement, je peux te dire que 2 fois par semaine, je leur ferais faire de l'haltéro. C'est une certitude. Alors, après, si j'étais amené à faire ça, bien entendu, tu vois, là, je suis en pourparlers pour faire une formation, pour me former de manière un petit peu plus pointure sur l'haltéro. Pour le moment, je n'en ai pas trop besoin. Mais peut-être que par la suite, si j'arrive à me dégoter un petit budget, etc., je vais faire une formation pointue sur l'haltéro pour que peut-être le jour, si je suis amené à m'en servir avec mes gymnastes, que je m'en serve en termes de placement, etc. Moi, tu vois, là, je fais essentiellement, je fais pas trop de clean parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans ma pratique et que je n'ai pas spécialement l'intention de faire du crossfit ou même des compètes. Par contre, le snatch m'aide énormément avec l'accélération de hanche, l'accélération de bras, sur la notion d'explosivité de l'action d'antépulsion, bras. Je sens que depuis que je fais du snatch, je suis 1000 fois plus réactif sur mon action d'antépulsion en gym et c'était l'un de mes défauts. Donc, du coup, comme quoi, tu vois, l'aspect. Un super outil pour vraiment beaucoup de sports. Hein, ouais, la transversalité, c'est énorme. C'est énorme. Et puis moi, tu vois, j'étais vraiment parti sur des a priori en pensant que l'haltéro était vraiment un sport de force, un sport pas de bourrin, mais tu vois, où ça nécessitait vraiment de la force. Mais en fait, oui, ça nécessite de la force, c'est une certitude. Mais c'est vraiment un sport qui est éminemment pointu en termes de technique, en termes de sensation, en termes de placement. Donc, c'est très intéressant aussi. Et je t'invite à aller voir le podcast qu'on a fait avec Kevin Kaisermaker qui en parle bien mieux que moi. Et ouais, c'est sûr que c'est un outil que je pense que quasiment tous les sports l'utilisent, presque tous. Ouais. Et qui est peut-être négligé, mais pour le coup, qui prend aussi. C'est un sport, pour le coup, qui, pour être maîtrisé, prend aussi beaucoup de temps parce que ça prend du temps dans les placements, etc. Et mine de rien, tu vois, moi, j'ai pas forcément le temps. J'ai déjà pas le temps de rentrer le programme que je voudrais rentrer. Mais pour le coup, tu vois, je sais qu'il y a des entraîneurs en structure de haut niveau, notamment un collègue qui est en Belgique, qui a mis ça en place, quoi, qui suit beaucoup les travaux d'Aurélien Broussal, qui suit beaucoup le travail de Kevin Kaisermaker. Et il m'a dit, tiens, tu vois, putain, je l'ai mis en place, c'est intéressant. Par contre, putain, c'est long, mais ouais, je sais que les fruits, ça va porter dans 2 ou 3 ans quand on va au top niveau avec les petites, quoi. Tu vois, c'est des petites informations et lui, son intérêt, c'est qu'elles deviennent bonnes en junior et à l'entrée en senior. Donc, il planifie pour la suite, quoi. Il planifie pour le long terme. Ouais, il planifie pour du long terme. L'haltéro, pour le coup, lui, ça a vraiment un impact à long terme, mais pas à court terme. Yes. Écoute, c'est top. On a fait pile poil 1 heure. Il me reste 2 questions qui ne sont pas vraiment des questions que je pose à chaque fois. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous conseiller 1 ou 2 livres qui t'ont inspiré ou sur lesquels tu t'appuies pour faire tes programmations ou même juste qui t'inspirent comme ça dans la vie de tous les jours? Alors, comme je vais répondre à chaque fois, parce que c'est une question qui est souvent posée, ça, quand on fait des podcasts, je ne suis pas du tout un lecteur. Mais pour le coup, je pense que s'il y a un ouvrage qui a été plutôt cool, très petit, très fin, c'est un ouvrage d'Olivier Bollier sur le développement de la force. J'ai plus exactement en tête, c'est un petit bouquin rouge, un truc, tu vois, un format de poche, très intéressant, dont je me sers beaucoup. Étonné qu'Olivier ne soit pas là d'ailleurs. Il doit être en train de coller. Olivier? Ah ouais, Olivier fait partie de notre communauté. Il vient régulièrement. C'est cool. Et ouais, bah, écoute, c'est un super bouquin. Et il y a un super bouquin aussi qui est. Alors, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ressorti, mais je m'en suis beaucoup servi au début
au début où j'ai du coaching. Ouais, l'approche moderne, c'est ça, Kevin, ouais, c'est ça. Ah, Kevin. Tu dois prendre la force. La Bible de la préparation physique. Alors, je serais tenté de vous dire, n'investissez pas peut-être dans cet outil, dans cet ouvrage, mais investissez plutôt dans un outil, dans un ouvrage qui est vraiment énorme, là, qui vient de sortir. C'est l'ami Aurélien Broussel qui a sorti ça. C'est l'encyclopédie de la préparation physique, je crois. Le bouquin, il coûte 90 balles. Il y a de la vidéo, machin, etc. Certes, c'est un petit coup, mais franchement, c'est vraiment, vraiment. Moi, j'en ai vu des aperçus. C'est vraiment de la bombe. Avec plein de spécialistes, plein de la revue littérature, de la revue, et surtout vraiment un bouquin connecté au terrain. Et c'est très, très rare parce qu'il y a beaucoup de bouquins, tu vois, où chacun te raconte sa science, mais des bouquins qui sont vraiment connectés au terrain, il n'y en a pas forcément beaucoup. Après, ouais, il y avait la Bible de la préparation physique, la Bible de la préparation physique pour les jeunes, pour le jeune sportif, je crois. Enfin, c'est toute une gamme et je crois que ça a été très bien recadré dans l'encyclopédie de la préparation physique. Donc vraiment, si j'avais Parfait. des bouquins à conseiller, ce serait vraiment ça, quoi. Vraiment de la bombe. Ok, merci infiniment. Et dernière question qui n'en est pas vraiment une. Quel conseil tu donnerais aux futurs coachs ou même aux futurs athlètes? Un conseil un petit peu couteau suisse que tu donnerais aux jeunes générations? Déjà, au coach et au honneur, n'hésitez pas à m'inviter. Je me déplace dans les box et je fais des séminaires pour la formation des coachs et des honneurs, hein. La plupart du temps, les coachs sont honneurs aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir. Et pour être plus raccord avec ta question, ça va être bateau ce que je vais répondre, mais pour le coup, c'est travailler. Travailler beaucoup, ne pas avoir peur d'échouer. Moi, tu vois, pendant 10 ans, j'ai bossé comme un chien. Quand je te dis j'ai bossé comme un chien, j'ai vraiment laissé une partie de ma vie de côté et je me suis vraiment investi à fond, sans regret aujourd'hui. Je ne le regrette absolument pas. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai 30 balais, j'ai pas de nana, tu vois, j'ai pas de chien, voilà, j'ai ma petite maison, etc. Mais tout ça pour dire que si tu veux réussir, je pense que si tu veux réussir dans ce domaine-là, il faut vraiment, vraiment s'investir à fond. Et puis surtout, pas avoir peur de s'ouvrir et d'aller chercher ailleurs. Tu vois, j'étais très critique au niveau du CrossFit. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah, si tu critiques le système, c'est que tu peux prétendre à apporter quelque chose, sinon tu fermes ta gueule et tu fais comme tout le monde, tu fermes ta bouche, parce que critiquer sans apporter quelque chose, ça n'a aucun intérêt. Donc aller s'intéresser, pour le coup, le CrossFit m'a apporté aussi plein de choses dans ma manière de coacher en gym. Donc vraiment s'intéresser et s'ouvrir à d'autres domaines d'activité. Et puis ne pas avoir peur d'essayer, de tenter des choses. Moi, j'ai de la chance d'être dans une structure qui me laisse assez carte blanche, entre guillemets. Mais comme tous les coachs, hein, tu fais des conneries, etc. Et sans arrêt, remettre ton travail en question. Pas remettre ta personne en question, mais vraiment remettre ton travail en question et te dire, bah, tiens, sans remettre en question dans le sens de dire ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien, mais de se dire, tiens, ce que je fais, c'est bien, mais est-ce que ça peut être peut-être encore plus pertinent? Tiens, est-ce que je peux gagner dans tel ou tel domaine? Et puis, je pense que ça serait mon dernier conseil, c'est de ne pas avoir peur de dire je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à faire squatter mes petites, pourquoi je leur ai jamais fait faire squat? Parce que je ne maîtrisais pas, je ne connaissais pas. Tu vois, et quand j'ai eu des doutes, tu vois, il y a eu des moments où je sentais qu'il y avait beaucoup de fatigue chez les gamins, etc. Tu vois, j'ai pas eu peur d'aller voir Guillaume ou d'aller voir Aurélien et puis lui dire putain, tu vois, c'est bizarre, ça réagit pas comme ça. Tu vois, c'est vraiment cet aspect-là. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un peu dommage. Phénomène Dunning-Kruger, c'est plus tu penses en savoir et en réalité moins t'en sais. Ça, c'est une phrase du poteau Guillaume qui l'a dit très souvent, mais je trouve qu'elle est très vraie parce que finalement, quand tu penses en savoir beaucoup, c'est à ce moment-là qu'il faut que tout tu remettes en question et que tu te dises en fait, et en fait, tu te rends compte que tu sais rien du tout en fait. Tu sais que ce que tu sais et voilà, il faut pas avoir la prétention de vouloir tout savoir. Il faut pas avoir peur d'aller se faire aider, de se faire accompagner, d'aller rechercher la compétence ailleurs. Et c'est avec plaisir, tu vois, que je le fais en tout cas auprès des honneurs. Et c'est pour ça que j'essaye de partager beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Et tu vois, la dernière chose, parce que je sais qu'il faut qu'on coupe, c'est de dire, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais putain, du coup, tu partages beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, etc. Tu n'as pas peur que ton travail il soit copié? Mais les mecs, en fait, vous croyez quoi? Vous croyez qu'à un moment donné, tout ce que je fais, je l'ai sorti du fin fond de mon imagination? Ouais, il y a pas mal de choses que j'ai inventées parce qu'il y a des outils, c'est moi qui les fabrique. Donc forcément que c'est moi qui les ai inventés. Mais à côté de ça, je me suis inspiré de différents courants. Et ça, je pense que c'est important de s'inspirer de différents courants
et ne pas faire du copier-coller et du mimétisme, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai fait à mon démarrage, de vouloir faire du mimétisme. Et là, ça t'envoie direct droit dans un mur. Parce que entre vouloir utiliser une méthodologie et t'approprier la méthodologie et te créer ta propre méthodologie en fonction de ce que tu as, de l'environnement et de ce que tu as pu apprendre, c'est complètement différent. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce qu'après, ça serait interminable. Super conclusion, ce sera les mots de la fin. Écoute Thibaut, un immense merci. J'en profite, donc si vous avez des questions, besoin de programmation, n'hésitez pas à aller le voir sur son Instagram, à lui envoyer un message. Thibaut, je t'invite à nous rejoindre sur le Workplace, je t'enverrai le lien. D'accord, c'est gratuit, tu verras, il y a une panel de préparateurs physiques, tous plus talentueux les uns que les autres. Pour ceux qui ne le savent pas encore, inscrivez-vous pour les Open, c'est sur 3 semaines, ça démarre le 11 mars, d'accord. Il y a plein de catégories cette année, ça va être un petit peu spécial. Je pense qu'on va revenir au fondement avec des mouvements vraiment basiques, mais toujours un test fitness à la hauteur de ce qu'on a eu chaque année. Donc, inscrivez-vous. Faites-nous un retour. Moi, sur le groupe CrossFit Club, je mettrai les WOD. On fera des petits challenges, c'est-à-dire qu'on mettra nos résultats, on essaiera de se challenger en fonction des catégories, puis de voir un petit peu notre évolution et puis de voir notre classement à la fin. Écoute, Thibaut, merci infiniment. Merci à tous d'avoir suivi cette table ronde. Le mois prochain, on aura un invité particulier, je ne vous en dis pas plus. On parlera CrossFit Kids. D'accord? Soyez là, ça va être ouf. On aura un des pères fondateurs du CrossFit Kids. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, moi, je vous dis à très vite sur le Workplace. Passez une excellente fin de soirée chez vous et moi, un bon après-midi. Merci beaucoup, Kevin. Merci, Thibaut. Salut. Et Merci beaucoup, Sébastien. Je te dis à très vite. Ciao. Avec plaisir. Ciao.